Oui. Non, non, non. On est bon dans 1 minute 30. Hein. Qui me fait ombrage. Ben, il est 15 heures. Dear followers, dear friends, good afternoon, and welcome to our traditional, what is becoming a tradition, our Saturday talk. Président Christian Penda Ikoka, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, Hippolyte, bonjour Hervé. Ben, nous sommes à la 7e escale hein, de notre cheminement. Oui. Et à toutes fins utiles, je rappelle que nous sommes dans une série intitulée Politics is not a comedy. La politique n'est pas une comédie. Et aujourd'hui, le thème est assez particulier parce que le président, vous allez traiter d'une région particulière du Cameroun qui défraie un peu l'actualité ces derniers temps. Le thème, c'est concentration du pouvoir politique, abandon des régions et des populations, l'exemple du Grand Nord. Concentration of political power, abandonment of regions and populations, the case of the Grand North. C'est un thème, quand on l'a annoncé, qui suscite beaucoup d'attentes, vous devez vous en douter. Mais avant d'arriver à ce thème-là, nous allons prendre quelques questions d'actualité qui nous ont été envoyées par nos followers. Okay. La première question qui vient de Serge Barézy Tessa, il dit: peut-on dire, au regard des traitements salariaux appliqués aux fonctionnaires dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, où par exemple les enseignants et médecins gagnent 3 fois plus que leurs collègues camerounais, qu'il y a une volonté manifeste des tenants du pouvoir de maintenir les populations dans la pauvreté? Est-ce que le Cameroun, il y a 40 ans, qui avait l'un des corps de la fonction publique le plus en vue en Afrique, ne peut-il pas revenir à la décence dans les salaires des fonctionnaires? Où se situe le problème? Merci beaucoup Serge. D'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à nos followers. Le thème d'aujourd'hui, effectivement, est, on va dire qu'il est particulier, mais c'est en même temps la concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne sans système de contre-pouvoir, avec comme conséquence, n'est-ce pas, l'abandon des régions et des populations. Et j'ai voulu parler aujourd'hui, j'ai voulu illustrer cela par la région du Grand Nord, à laquelle je suis particulièrement attaché, parce que quand j'ai commencé ma carrière
après que j'ai quitté les chemins de fer et que je sois allé à la Société nationale d'investissement, à l'époque, le président de la Société nationale d'investissement s'appelait Amadou Bello, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. Et il m'avait confié de travailler dans la vallée de la Benoué pour développer un complexe agro-sucrier. Donc, j'avais à peine à l'époque 27 ans et j'ai donc commencé à travailler dans la vallée de la Benoué et ça a pu, sortant des études, vous voyez, de l'extérieur, je rentre au Cameroun, je commence ma carrière comme ingénieur de chemin de fer, ensuite je laisse les chemins de fer au bout d'une année et je pars ensuite à la Société nationale d'investissement et je dois développer des projets et parmi ces projets, donc je vais dans la vallée de la Benoué où je voulais développer un complexe agro-sucrier. J'ai donc commencé à sillonner le nord et à m'approprier cette région-là que j'aime beaucoup. Et ça tombe très bien qu'on puisse en parler parce que j'ai vu la dégradation du nord tout au long. Et je vais expliquer le lien qu'il y a par rapport à ça, ce lien particulier, mais qui va se refléter dans toutes les autres régions également. Et quand j'entends, vous savez, je préfère d'abord dire que n'oubliez jamais que cette concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne, sans contre-pouvoir, a eu pour effet, en fait, de déresponsabiliser les gens. Parce que quand vous avez l'impression que votre vie dépend d'une seule personne, que vous avez nommé l'homme-dieu, mais qui n'est pas Dieu, ça veut dire que même les talents dont vous êtes dotés ne servent plus à rien. Puisque vous attendez tous, vous attendez tous, et vous attendez tout de cet homme-dieu qui va faire votre destin. Vous voyez bien ce que je veux dire? Qui va faire votre destin. N'oubliez pas qu'un ministre a même osé dire qu'ils étaient les créatures de cet homme-dieu. Donc, vous voyez jusqu'où il est allé pour dire que nous sommes les créatures de cet homme-dieu. Supprimant même ainsi, n'est-ce pas, pour ceux qui croient en Dieu, supprimant même ainsi le rôle de Dieu dans le processus de création. C'est extrêmement grave. Et quand je dis donc, cette concentration dans les mains d'une seule personne est totalement déresponsabilisante, c'est pour ça que dans Agir, acte, nous disons, non, prenons notre destin en main. C'est en fait la reconquête de notre pouvoir sur notre propre vie. C'est la reconquête de notre liberté pour le développement. Parce qu'en fait, le développement, c'est la liberté. Dès que vous savez que c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, la liberté de se développer, la liberté de réussir, la liberté de jouer, de recommencer, la liberté de croire. C'est là où toujours Hervé me fait part de sa voiture qui tombe en panne, et ainsi de suite. Il est complètement surpris qu'un mécanicien, un jeune homme, comme ça, qui ne paye pas de mine, n'est-ce pas, regarde sa voiture. Et il me dit, tonton, mais là, ce jeune homme est absolument talentueux. Mais je suis sûr que ce jeune homme, dans votre système, ne représente rien. Un mécanicien qui va dépanner des ministres, ainsi de suite, à lui, dans votre système, il ne représente rien. Un petit commerçant qui vend ses mains ne représente rien. Mais c'est eux qui, pourtant, vont dépanner les gens. C'est eux qui sortent les gens des problèmes. Mais dans votre échelle de valeur, ils ne représentent rien. Alors, du coup, le système n'a rien prévu pour qu'il puisse s'épanouir. Quand vous arrivez à ce genre de système où votre sort dépend de cet homme-dieu qu'on a appelé président de la République, dépend du décret qu'il va signer pour faire votre destin, dépend du fait que vous êtes entré à l'ENAM, dépend du fait que vous êtes entré à l'école de police, à l'école je ne sais pas moi, des douanes. Alors que la vie a plein d'opportunités. La vie a plein d'opportunités et notre combat dans Agir, mais vraiment, c'est d'ouvrir le champ d'opportunités. Vous êtes ici au Cameroun comme des gens qu'on a mis dans une boîte, une box, complètement empotés. C'est-à-dire, on vous a mis dans un pot, on a fermé le pot. Et du coup, vous ne vous rendez pas compte, vous-même, que vous avez des possibilités en vous-même, que vous avez des talents, que vous pouvez créer. Du coup, même celui qui est dans la couture, la création, le stylisme, mais vous l'avez oublié, il ne représente rien. C'est-à-dire le créateur, on va vous parler de Gianni Versace qui créait, qui permettait qu'on fasse des habits, qui dessinait des habits, ou bien on va dire Yves Saint Laurent et d'autres, plein d'autres comme ça.
quartier. Et non, il ne représente rien. Dans votre environnement, il ne représente rien. Celui qui est simplement peintre ou celui qui peint, qui peut faire des tableaux et ainsi de suite, son art et tout, il ne représente rien. Vous voyez? C'est-à-dire la création, les talents ne représentent rien dans votre environnement. C'est pour ça, parce que cet environnement étouffe les talents. Et toute la ligne directrice, pourquoi nous nous intéressons à la politique? C'est de changer les institutions pour que les institutions puissent libérer les individus. Pour qu'on sorte de ce Cameroun qui est une terre de désolation, qui est devenu comme une terre de castrat, n'est-ce pas? Où vous vivez comme si on vous avait mis une camisole de force, n'est-ce pas? Un corset qui vous empêche, qui vous étouffe en réalité et qui vous empêche de, n'est-ce pas, de voler de vos propres ailes. Alors, quand je reviens à la question que vous me posez, d'ailleurs, elle est surprenante aussi, mais probablement la personne vivant dans ce monde où il y a une espèce de chape de plomb, n'est-ce pas, ne peut plus réfléchir en dehors de ça. À côté de ça, j'ai entendu d'ailleurs le professeur Bassilikin se plaindre, n'est-ce pas, sur le même clavier, que les enseignants, je pense, au Niger, étaient mieux lotis qu'au Cameroun. Et il a essayé il a pris l'échelle de Maslow pour dire que les autorités veulent nous maintenir au bas de l'échelle de Maslow et que c'est pour cela. Mais moi, ce qui m'a étonné un peu dans la conclusion du professeur Bassilikin, c'est qu'il a rejeté ça, n'est-ce pas, aux autorités. Ok, mais moi je vais lui demander, mais professeur Bassilikin, qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous faites lorsque un système est en train de vouloir vous étouffer de cette façon? Si j'étais enseignant, mais j'aurais organisé une grève avec tous les autres enseignants pour qu'on change la condition des enseignants. Mais ce que le professeur Bassilikin fait me rappelle bien une histoire. Hein. Alors là, c'est vrai parce que j'ai deux professeurs qui sont venus me voir un jour, deux enseignants de rang magistral. Un est dans les relations internationales et l'autre est dans l'histoire. Il y en a un qui est d'ailleurs en prison aujourd'hui. J'espère que ça ira bien pour lui. Les deux sont venus me voir dans mon cabinet un matin et ils se plaignaient de la même manière. Ils se plaignaient également par exactement la même plainte. Je leur ai dit, mais je suis étonné parce que eux, ils ont parlé du Sénégal, les deux m'ont parlé du Sénégal et du Niger, où les conditions des enseignants étaient bien meilleures qu'au Cameroun et tout cela. Je leur ai dit que, mais vous savez, moi je suis plutôt étonné, parce que vous au moins, vous avez au moins 4 de vos collègues qui sont à la présidence de la République. À l'époque, il y avait Abotabi, et à son âme, Séraphin Fouda. Il y avait également Mwele Kombi et Luc Sunyo. Et je leur ai dit, si ces 4 professeurs autour du président prenaient à cœur, n'est-ce pas, de lui faire une note pour l'amélioration de la condition des enseignants au Cameroun, je suis sûr que les conditions des enseignants seraient améliorées. Parce que le président se retrouverait pris en étau autour de 4 de ses principaux collaborateurs qui sont enseignants de surcroît et qui sont en train de parler pour la cause des autres enseignants. Sauf que je leur ai ajouté que malheureusement, ils ne se réuniront jamais. Parce qu'au Cameroun, chacun se bat pour lui-même. This is what I'm calling this selfishness. You're just struggling for your own cause. You are so selfish that you're just fighting for your own cause. C'est pour ça que ces professeurs ne se réuniront jamais, je leur ai dit. Parce que comme ce serait une cause collective, chacun ayant trouvé un peu, ayant réussi, n'est-ce pas, en jonglant avec le système comme ils savent jongler, à se positionner à l'intérieur du système, n'est-ce pas, il a oublié qu'il venait d'un corps qui était en train de souffrir de manière générale. Et naturellement, aucun d'eux ne pourront plus avoir ce réflexe de se réunir pour se battre pour une cause collective. Mais lorsque le professeur Bassilikin renvoyait ça aux autorités, moi je vous dirais que j'étais plutôt désolé parce que c'est les enseignants qui auraient dû se réunir, se mettre ensemble et poser les problèmes. Voir se battre, faire une grève en disant qu'ils n'enseigneraient plus. Moi, si je suis dans cette situation, je n'enseigne même plus. Je dis, j'organise une grève en disant que si on ne se met pas ensemble, j'organise une grève, une rébellion contre le système pour que la cause s'améliore. C'est ce que je peux vous dire. Mais vous savez bien que le Camerounais, jusqu'aux professeurs, ils sont tellement zombifiés, vassalisés par le système,
qui ne le feront jamais. Et c'est pour ça que notre émission sert, n'est-ce pas, à conscientiser les populations que leur destin dépend d'eux-mêmes, qu'ils prennent leur destin en main, n'est-ce pas, que chaque individu est né avec un potentiel créatif dont les institutions doivent créer les conditions de réussite et d'épanouissement et d'émancipation. Donc c'est très important, c'est à ça que sert notre émission, pour conscientiser les gens que vous êtes des êtres humains avec, n'est-ce pas, la première chose que vous avez, que Dieu vous a donné, c'est la liberté. C'est la liberté. J'insiste beaucoup sur cette question. La première chose que vous avez en naissant, tout homme est né libre. La première chose que vous avez c'est la liberté. Lorsque ceux qui lisent et le Coran et la Bible, ils savent que la première chose que Dieu a donnée, c'est la liberté. Donc, c'est à partir de cette liberté que vous allez conquérir tout. La liberté est le moyen et la finalité du développement. Donc, si un système vient et toute votre liberté, n'est-ce pas, vous brime, viole vos droits fondamentaux, votre liberté fondamentale, n'est-ce pas, vous ne pouvez plus vous développer. Quand vous voyez ce genre de système, il faut absolument qu'on se réunisse pour se battre contre ça. Or, c'est ça que fait le système de concentration de pouvoir dans les mains d'un individu, n'est-ce pas, sans contre-pouvoir. Et nous allons le voir tout à l'heure avec d'autres exemples, mais je peux encore prendre d'autres questions préliminaires. Président, il y a une question qui a trait à une actualité qui s'est déroulée dans les hauts plateaux il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui dit: comment réagissez-vous par rapport au rappel à l'ordre du préfet des hauts plateaux relativement à une réception que Sa Majesté Sékou-Djou, roi des Bamandjou, aurait organisée sans autorisation? Enfin, ça va encore dans la même mouvance. Hein. Au moins là, c'est le cas concret que Sa Majesté Sékou-Djou pourra comprendre par là que malgré leur statut de chef, ils ne représentent rien face à ce système. Ils ne représentent rien du tout. C'est-à-dire, dès lors qu'il veut exercer, je veux dire, c'est même pas son statut de chef, mais son statut d'humain, pour s'exprimer, pour exprimer, parce que, je ne sais pas, exprimer un point de vue. Vous voyez, comme je suis encore comme simple citoyen, n'est-ce pas? Mais j'ai vu le préfet s'adresser à lui comme ça, c'est-à-dire sans plus tenir compte qu'il s'agit justement d'un chef traditionnel, parce que tous les systèmes de par le monde, ils sont comme ça, c'est-à-dire tous les systèmes qui sont comme ça, au service d'un individu. Dès lors que vous essayez d'interpeller, n'est-ce pas, le système, de le questionner sur quelques sujets ou sous quelque forme que ce soit, on vous rappelle immédiatement à l'autre. This is the DNA of the system. You should not be surprised by what happens to the Majesty, the Chief Sékou-Djou. This is the nature, this is the DNA of the system. The system is so centralized on one individual that any time that even the chief, the traditional chief, is going to question the system, is going to call, to reconsider the system, they're going to sack him, they're going to squash him, they're going to squeeze him. This is the nature of the system. And that's why our basic fight is the conquest of our freedom. Because this is the main asset. This is the first asset that we have as human beings. We were born to be free. God created us to be free. God created human beings to be free. Liberty or freedom is the means and the ends of development. Development means freedom. You should be free to undertake, free to succeed, free to fail and even to start again, free to create. This is the basic conditions of human being. What distinguishes you from an animal is freedom. And this is important. Free to think, free to believe, free to create. And that's why, and this is the basic raison d'être of Agir. That we as human beings, we as Cameroonians, we have to stop this kind of mental prison that we're living in Cameroon, because all Cameroonians now, as they have put them in a box, they have putting them in a kind of jar pot, and they cannot think anymore. And we need to kind of break those chains that prevent us from, what? Que nous avons
Commencer, c'est Saturday to construire l'épineuse question du tribalisme au Cameroun. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Oui. Parmi les manifestations du tribalisme au Cameroun, est-ce que vous pouvez... Et le plus extraordinaire, c'est que dans le Sud, c'est lui qui devient en fait central socialement et économiquement, surtout socialement. Pourquoi? Parce que il va chercher les produits à Douala ou à Yaoundé, que ce soit la sardine, que ce soit le pain, que ce soit tel autre, vous voyez, conserverie, et ainsi de suite, pour les rendre accessibles aux populations. C'est lui qui en fait prend cette peine, fait ce sacrifice pour aller chercher ces produits et les rendre accessibles aux populations. Vous ici, la première dimension que vous considérez la dimension qu'il est un commerçant. Mais vous ne voyez pas le rôle social que ce jeune commerçant a déjà dans la communauté. Parce que grâce à lui, n'est-ce pas, la communauté peut avoir accès à ces produits-là. Il y a même des moments quand dans la communauté, des gens n'ont pas d'argent, il peut leur accorder des crédits. À d'autres moments, c'est à minuit qu'on va le réveiller parce que, n'est-ce pas, il faut un produit donné, de savon ou quoi que ce soit, il va se réveiller et servir. Mais d'où vient-il qu'à un moment donné, sous la pression justement de ceux qui ont des propos haineux, on trouve le moyen, quand vous commencez à attiser le tribalisme, la communauté commence à dire à ce monsieur, mon graphiste, il faut que tu rentres chez toi. Après qu'il ait été, en fait, il a joué ce rôle, qui n'est au-delà de son rôle économique, parce qu'il y a même des moments où vous vous demandez ce qu'il gagne là-dedans, mais au-delà de son rôle économique, vous voyez bien qu'il a joué un rôle social extraordinaire dans la communauté. D'où vient-il qu'il puisse avoir des relents de tribalisme à l'endroit de ce monsieur? En même temps que nous créons une république où nous devons nous sentir libres partout où nous sommes au Cameroun. En même temps que nous devons nous sentir libres partout où nous sommes au Cameroun. Il est parti de chez lui, il s'est installé au sud en estimant qu'il était au Cameroun. Comme moi, je vous ai dit, j'ai commencé à travailler au nord, je me suis senti très bien. J'aurais pu d'ailleurs décider de m'installer là-bas et j'ai des amis un peu partout là-bas. C'est ça le Cameroun, c'est ça que nous voulons créer. C'est cette république que nous voulons créer, qu'on se sente à l'aise. Et bien naturellement, ce qui me choque le plus, c'est quand il y a souvent ces relents de rejet, de l'autre. Vous voyez, c'est ça qui me choque très souvent. Ce sont ces relents de rejet de l'autre qui me choquent le plus souvent. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cette question. Thank you, Mr. President. We are going to jet towards the main topic of the day, Okay. which is entitled Concentration of Political Power, Abandonment of Regions and Populations, the Case of the Grand North. Okay. Concentration du pouvoir politique, abandon des régions et des populations, l'exemple du Grand Nord. Nous vous écoutons, Président. Merci beaucoup. Alors, une fois que j'ai fait ce développement, je vous dirais que, vous voyez, l'une des choses qui va nous frapper, qui fait d'ailleurs l'actualité, c'est les mémorandats. Si vous regardez par exemple les mémorandats, vous allez voir que ça fait presque 17 ans que l'élite du Nord fait des mémorandats. Mais ce que vous allez remarquer dans les mémorandats, c'est que très souvent, l'élite du Nord est en train de réclamer des positions. Des positions, c'est-à-dire que they're asking for more prefect, SDO, they're asking for more magistrates, they're asking for more generals, they're asking for more gendarmes, and so on and so forth. Donc, c'est clair qu'ils ont, cette élite a validé le système,
Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est les positions dans le système. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, depuis 17 ans que moi je vois ces mémorandas, la première conclusion que je fais, c'est que le Nord ne fait que s'appauvrir. C'est-à-dire, c'est pire qu'avant. Le Nord ne fait que s'appauvrir. Donc dire qu'on a peut-être pu leur donner plus de préfets, plus de sous-préfets, ministres, tout ça, mais ça n'a, au contraire, le Nord a fait que, n'est-ce pas, descendre. La pauvreté n'a fait que s'aggraver. Le Nord et l'extrême Nord sont les régions du Cameroun où l'incidence de pauvreté est la plus forte. Donc, les mémorandas n'ont servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de demander, ils ont validé le système, alors que nous sommes en train de dire qu'il faut changer le paradigme. Nous sommes bien en train de dire qu'il faut sortir de ce système de concentration de pouvoir dans les mains d'un seul individu, qui les responsabilise, qui fait que le pouvoir n'est pas réparti, n'est-ce pas, au niveau des régions, au niveau des individus, de manière que les gens reconquièrent leur pouvoir, et le pouvoir sur leur vie. C'est pas ce que le Nord demande. Le Nord demande, l'élite du Nord demande toujours un peu plus de position et tout cela, et ça ne change rien. Their claims and grievances is not about the change of the system. It's not about the change of paradigm. It's not about giving a voice to the regions and giving a voice to the people. It's about themselves. It's a kind of selfish claims. They only claim for more positions in the military, more position in the administration, more position in the custom, more ministers, more SDOs, and so on and so forth. But actually, you know, the fate of the North, the fate of the Grand North is worsening. Et ça, c'est important à comprendre que vous ne pouvez pas maintenir les règles du jeu et espérer qu'il y ait un changement. Moi, quand on me demandait, tu veux être ministre, je disais non. Tu veux être directeur général, je disais non. Je disais que mais je ne peux pas accepter de jouer dans un jeu dont je n'ai pas validé les règles. Il faut d'abord changer les règles. C'est le sens de toute notre lutte là. Quand on dit on doit changer de système, partir d'un système où vous avez concentré tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu, aller vers un système où le pouvoir est mieux distribué entre les régions et les populations, c'est-à-dire mieux distribué institutionnellement et géographiquement. C'est comme ça que ça va changer. Et là, vous allez voir le développement, n'est-ce pas, du Nord s'améliorer. Parce que les gens vont être obligés de rendre compte à ceux qu'ils ont élus et à ceux qui les ont élus, je veux dire. C'est-à-dire les gouverneurs, les maires et les véritables maires, parce que vous avez fait là actuellement, vous appelez ça maires principaux. Maires principaux, ça n'a rien à changer par rapport aux délégués du gouvernement. Les maires principaux sont toujours nommés dans le système. Nous voulons avoir de véritables maires qui soient élus. Et à ce moment-là, vous allez voir que les maires vont travailler par rapport aux gens. Et si je vous donne des illustrations de cette situation, des illustrations très claires, je pars de la Damawa en allant jusqu'à l'extrême nord. Regardez Ngaoundéré. Ce pouvoir, depuis une quarantaine d'années, vous trouvez le chemin de fer qui s'est arrêté en Ngaoundéré. 40 ans après, il n'y a pas un kilomètre de chemin de fer de plus. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il y a même des moments, il s'est même détérioré. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en marge de ça, la route de Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord ne s'est pas améliorée. Aujourd'hui, c'est pire parce que Camerco ne va même plus là-bas. Donc, c'est la totale désolation pour les gens originaires du Nord qui veulent s'y rendre. En tout cas, même pour les autres Camerounais qui aimeraient investir là-bas ou faire leur vie là-bas, parce que l'amélioration du Nord, des conditions de vie au Nord, serait d'abord passé par l'amélioration aussi des investissements au Nord. Mais ça aussi, ça aurait dépendu, n'est-ce pas, des infrastructures de communication qu'on crée pour permettre même aux gens, que ce soit les investisseurs internes ou les investisseurs extérieurs, de pouvoir bouger pour aller vers le Nord. Vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous que dans les années 90, il y avait un avion qui a... L'aéroport de Garoua était un aéroport international qui recevait, n'est-ce pas, des longs courriers. Oui. Aujourd'hui, c'est fini. Souvenez-vous que quand vous étiez Garoua, avec l'hôtel à Benoué, le relais, et ainsi de suite, il y avait une vie là-dedans. Et ça, souvenez-vous également que quand le Garoua est un port, c'était le port de la Benoué. Il y avait le port de la Benoué. Tout ça, là, en termes d'infrastructure, ça a disparu. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé à vouloir faire un complexe dans la vallée de la Benoué. Mais il y a des gens qui souvent pensent que
le Grand Nord, on dit que le Nord est comme si on ne pouvait pas faire l'agriculture au Nord. Hein. Mais je vous signale que le Nord est sahélien, mais il n'est pas désertique. Le Nord est sahélien, mais il n'est pas désertique. Parce qu'en fait, pour les gens qui connaissent le Nord, la vallée de la Benoué, et on va jusqu'à Maga ou à Saint-Brie, et ainsi de suite, on y voit pousser, j'ai vu pousser des pommes de terre, n'est-ce pas, des pommes de terre dont la grosseur m'a absolument étonné. Rien à voir avec ce que vous pouvez faire au sud. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu pousser la tomate, j'ai vu pousser la laitue, la carotte, les carottes, et ainsi de suite. Au nord, dans la vallée de la Benoué. Quand ça se passe dans la vallée de la Benoué, ça se passe ailleurs. Vous comprenez? Mais vous avez également oublié qu'on avait une entreprise à l'extrême nord, à Maroc, qui s'appelait Citraf. Citraf faisait les jus de goyave, mais des goyaviers qui poussaient au nord. Et les jus de mangue, les manguiers qui poussaient au nord. Cette entreprise a disparu aujourd'hui, mais vous aviez les jus de Citraf, n'est-ce pas? Ça provenait du nord et ça provenait de la nord. Mais ce qui pousse là aussi, le maïs pousse là-bas. Le coton pousse là-bas, comme vous savez. Et il y a d'autres haricots, le niébé, le mousquari, le haricot vert peut pousser là-bas, tout peut pousser là-bas, au nord. Mais à un moment donné, si vous ne mettez pas les jeunes gens dans une dynamique de pouvoir les booster pour qu'ils fassent cette agriculture-là, mais le nord apparaîtra comme une région désertique alors qu'il y a beaucoup de choses qui poussent là-bas. Quand je regarde une zone comme, on va dire, Maroua, Maroua aujourd'hui est devenue une ville fantôme. Mais c'était une ville prospère autrefois. Est-ce que vous savez que non loin de Maroua, à Maroua déjà il y avait l'hôtel Misao. Mais non loin de Maroua, vous aviez le parc de Ouaza. Et au niveau du parc, il y avait 2 hôtels au début des années 90. Ces hôtels aujourd'hui sont abandonnés. C'est une grande région de tourisme. Moi, je suis allé à Ouaza pour photographier les éléphants, les lions, et ainsi de suite, les girafes, tout ça. Là-bas, à Ouaza. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Et la même chose, quand vous allez à l'extrême nord, comme j'étais en train de vous dire, mais si je viens maintenant dans les industries, vous vous souvenez de Tanikam? C'était une société de tannerie et de posterie pour faire les tanneries. On pouvait continuer comme ça l'industrie du cuir. Si on continuait ça, on continuait jusqu'à faire l'industrie du cuir, c'est-à-dire la maroquinerie. Vous vous souviendrez également qu'on avait même tenté une expérience de blé avec ce de blé. Vous voyez? Et vous avez le riz à Saint-Brie, c'est-à-dire à Maga. On aurait pu continuer toutes ces expériences-là à condition de créer des conditions d'infrastructure. Il y a une petite ville à côté de Gawa qui est une ville très coquette que j'aime beaucoup, c'est Guidère. Mais aujourd'hui même, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les Camerounais ont même entendu parler de Guidère. Vous voyez? Donc, les jeunes gens pouvaient partir d'ici, aller s'installer au nord, parce que c'est ça la République. Et malheureusement, cela ne se fait plus aujourd'hui. C'est comme si le nord est devenu une terre de désolation. Je vais vous surprendre, vous avez ce qu'on appelle noix de cajou, l'anacarde. J'ai eu des projets anacardiers, du temps où j'étais à la SNI au nord, des projets anacardiers, parce que c'est la région où pousse l'anacardier, qui est une plante, une fois qu'elle a poussé, elle peut vous donner des anacardes, des noix de cajou pendant des années et des années. Aujourd'hui, je discutais avec Hippolyte tout à l'heure, c'était pour lui de dire ça, c'est comme si j'étais en train de lui faire le compte des pays d'en haut, quoi. Mais ça me plaît au Cameroun, ça me plaît au Cameroun. Les jeunes gens n'ont plus tout ça. Je vous ai déjà parlé de la vallée de la Benoué, où j'ai travaillé. C'est une vallée. C'est une vallée qui était irriguée par le fleuve Benoué. Et le fleuve Benoué était navigable, puisqu'il y avait le port de la Benoué. Mais le port de Garoua, au bord de la Benoué. Mais je vous ai également dit que le barrage de l'Aglo était prévu avec 2 sorties d'irrigation pour permettre que la vallée soit, n'est-ce pas, arrosée, irriguée. Qu'est-ce que vous ne faites pas comme développement, que ce soit du point de vue pastoral, que ce soit du point de vue agricole, quand vous avez une vallée? Vous vous souvenez de la grande vallée de Tennessee, Tennessee Valley Authority, qui était l'autorité pour le développement de la vallée du Tennessee. Donc en réalité, la vallée de la Benoué est un potentiel extraordinaire pour les jeunes gens, pour des opportunités pour les jeunes gens.
Et quand je vous ai dit qu'on cultive le maïs, quand vous voyez le maïs qui sort du nord, c'est un gros maïs. Et vous pouvez imaginer toutes les industries. D'ailleurs, l'expérience de maïs en Gambie, n'oubliez pas, le maïs poussait, mais probablement il n'était pas dans de bonnes mains, tout simplement. Parce que je parlais de maïs comme ça, vous avez le maïs qui est tombé aujourd'hui. Mais ce qui montre que dans cette région, on peut bien faire du maïs. Et à partir de ce maïs-là, vous pouvez faire les grises pour les brasseries, vous pouvez faire l'huile de maïs, vous pouvez ensuite faire la farine de maïs, et vous pouvez faire la provende, les usines d'aliments de bétail. Et une fois que vous avez la provende, ça veut dire que l'industrie du bétail peut se développer, c'est-à-dire l'élevage bovin pour faire l'aliment bovin, l'élevage avicole pour faire les aliments pour l'industrie avicole, et en aval, vous pouvez maintenant avoir des industries d'abattage, des industries de fumage, des industries de transformation, pour dire toutes les perspectives qu'il peut avoir. C'est-à-dire, au lieu de faire la transhumance comme ça se fait aujourd'hui, des gens qui sont en train de suivre, n'est-ce pas, le cheptel derrière, mais vous faites un élevage en enclos, n'est-ce pas, avec l'aliment qui provient du terroir, n'est-ce pas, et des concentrés vitaminés qui peuvent être fabriqués à partir de l'intelligence humaine. Ça va de soi, pour faire des concentrés vitaminés à partir de l'intelligence humaine. Et on aurait là, je vous parle de l'industrie de la viande bovine. Vous imaginez tout ce qu'elle fait. Et notre viande se retrouverait de par le monde en termes d'exportation. Et nos produits avicoles se retrouveraient de la même manière de par le monde. Alors, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas là comme opportunité pour les jeunes, pour sédentariser les jeunes, pour fixer les jeunes? C'est la désolation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Nord qui fait que les jeunes gens, qui n'est pas seulement les Camerounais, même dans les pays voisins, sont obligés de descendre vers le sud, comme si c'est là où il y avait les seules opportunités. Non. Dans le schéma que je vous montre là, en réalité, il y aurait des gens du sud qui faisaient le mouvement, du grand sud qui faisaient le mouvement dans le sens inverse pour développer ces opportunités. Sans compter qu'on a presque négligé le lac Tchad. Le lac Tchad n'a aujourd'hui que 10% de sa superficie par rapport, c'est-à-dire plus de 30 à 40 000 km², où on a aujourd'hui peut-être que 5 000 km². Vous avez vu un gouvernement responsable qui laisse comme ça un lac, du point de vue de l'environnement, se détériorer de cette façon. Vous tombez à moins de 10 000 km², partant de 30 à 40 000 km², alors que vous voyez ça grandiosement, comment, du point de vue de l'environnement et de la biodiversité, vous voyez comment il y a cette destruction de la biodiversité, et vous croyez que dans votre modèle que vous me donnez là, des élites du Nord qui font les mémorandums, vous croyez que ces élites parlent pour les populations ou ils parlent pour elles-mêmes? Elles parlent pour elles-mêmes. Je vais vous montrer la différence entre l'élite du Nord et l'élite anglophone. Vous voyez que les Ayub Tabe, professeur Awassou, Fidelis, et tous ces, vous voyez, ces enseignants qui ont perdu leur poste pour la lutte pour une cause, la cause de la libération, la cause de la liberté, n'est-ce pas, des populations anglophones. Regardez la différence d'attitude. Ils ne sont pas en train de réclamer des positions. Ils sont en train de réclamer plus de liberté, plus d'autonomie pour leur peuple. Vous voyez le sacré sacrifice qu'ils font. Ils ne vous disent jamais, moi je veux avoir tel poste ou tel poste. Voilà la différence quand on parle d'une élite. Voilà l'exemple d'une vraie élite. Ayub Tabe était vice-président de l'American University à Yola. Professeur Awassou est un professeur de chirurgie à l'université de Yola. Fidelis est un professeur d'ingénierie électrique, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on appelle élite. Ça, c'est une vraie élite. Parce qu'elle n'est pas une caste, elle est un exemple pour la libération de leur population. Vous voyez la différence entre ce que vous appelez ici élite, quand vous me parlez de l'élite du Grand Nord. Vous voyez la différence de ce qu'on appelle élite, entre ce que vous appelez élite, l'élite du Grand Nord, et ce que nous donne comme exemple, n'est-ce pas, Ayub Tabe, professeur Awassou, professeur Fidelis, n'est-ce pas, et tous leurs compagnons, en termes de sens, en termes de lutte, d'élite et du sens du combat. Lorsque Mandela se battait, il ne se battait pas pour avoir une position personnelle. Lorsque le père Thabo Mbeki se battait, il ne se battait pas pour avoir une position personnelle. Lorsque Martin Luther se battait,
il ne se battait pas pour avoir une position personnelle. Lorsque, je disais que lorsque Mandela se battait, il ne se battait pas pour avoir une position personnelle. Lorsque leurs compagnons comme les Ayutabe et tout, comme les, je voulais dire Oliver Tambo, Thabo Mbeki se battaient, ils ne se battaient pas pour avoir une position personnelle. Lorsque les Martin Luther et les Malcolm X se battaient, ce n'était pas pour une position personnelle. Ils se battaient pour libérer leur peuple, pour l'émancipation de leur peuple. Au cœur de ce combat, il y avait la liberté. Gagner la liberté. Vous voyez, c'est ça une vraie élite. Et c'est ça qui justifie la lutte que nous menons. Parce que très souvent, des gens peuvent nous demander, mais vous cherchez encore quoi? Vous avez déjà tout, vous pouvez rester, vous avez déjà tout eu dans la vie, ainsi de suite. Non. Je préfère qu'en quittant cette terre, que je m'assure que vos enfants, mes enfants, je dirais même mes petits-enfants, parce que même mes enfants sont déjà, chacun se bat, mais je dirais même mes petits-enfants et vos enfants, puissent vivre dans un pays où la liberté sera assurée. Parce que j'ai l'habitude de dire que seuls des esprits libres sont capables de se développer. Et en cela, vraiment, l'élite anglophone qui est en train de se battre aujourd'hui, au-delà des questions de séparatisme sur lesquelles nous pouvons avoir des divergences, parce que nous aurions pu faire un front commun, n'est-ce pas, pour se battre. Parce qu'en termes de liberté, je ne pense pas que nous, francophones, on soit même mieux lotis qu'eux. Je considère que nous sommes dans la même prison, la prison mentale, vivant enserrés dans la même camisole de force. Et moi, j'ai compris leur combat depuis longtemps, parce que j'ai compris le rôle de la liberté dans la vie des gens. C'est pour ça que je partage ce combat. En partageant leur combat, en fait, je partage mon propre combat pour les francophones. Parce que vous avez besoin d'être libérés. Vous croyez que vous vivez dans un monde alors que vous vivez sous une chape de plomb. Vous comprenez? Et ce que l'élite, quand on me parle de l'élite du Grand Nord, ça ne donnera rien. Ça fait 17 ans de mémoranda qui ne donnent rien. Au contraire, le Nord ne fait que s'appauvrir. Quand vous prenez individuellement chacun de ces gens, peut-être le régime a pu les engraisser. Et les Mustapha, et les tels, tout ça, chacun a pu être engraissé. Mais, qu'est-ce que ça a donné au Nord? Ça a résolu les problèmes de population du Nord? Non. Voilà pourquoi, en fait, Mamadou Mota et le docteur Bouti sont exemplaires en matière de lutte pour la libération de leur peuple. Voilà pourquoi ils représentent pour moi un modèle, une exemplarité de ce que doit être une élite. Parce qu'elle se bat au-delà d'elle-même, elle se bat pour la libération des autres. Comprenez ce que je veux dire? Je répète, voilà pourquoi Mamadou Mota et le docteur Boudié et tous ceux qui vont s'inspirer de cette lutte. Et nous, quand nous nous battons, quand je me bats, vous ne voyez pas que je me bats. C'est pas pour les... On ne va pas dire que c'est pour les Sawa. Non, je me bats pour les Camerounais. Donc, y compris pour mes compatriotes qui sont dans le Grand Nord. Et il faut aller voir dans cela, quand vous voyez les Ernest Hemingway, you know, those people, an American citizen, he went to fight in Spain, you know, in this fight of freedom of the Spanish. He went to fight against Franco, against the Franco dictatorship. Why an American citizen can leave his own country, can leave his own comfort, and go to share the fight of the Spanish companion to fight against dictatorship? This is in the name of freedom, because freedom is so much important for any human being. After all, as I say, freedom is the end and the means of development, you know, and that's why Mamadou Mota, Dr. Boudié, and the other one are kind of, you know, models, and they should be the models for this fight of freedom, the freedom of the people, and not your so-called elite who are just fighting for their own selfish position. And fighting for this position, validating the rules of the game. Why? It's about, you should fight to give a voice to the people. You should fight to give freedom to the regions. You should fight to, you know, to stop the oppression of the poor. You should fight to stop the oppression of, you know,
the miserable and the people who are abandoned to their own fate. This is the raison d'être of this fight. And this is the raison d'être of the fight of a true leader and a true elite. You understand? And this is it. Thank you. Thank you, Mr. President. Nous avons reçu des questions. La première nous vient de M. Adama Wonglo depuis Garoua. Il dit une image a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois montrant des élèves assis au sol dans un lycée qui pourtant avaient reçu le financement pour le projet de construction, dont le projet de construction avait été réceptionné à Yaoundé. Donc selon lui, il y a eu un financement et puis on s'est comporté comme si effectivement le financement avait été exécuté, ce qui n'a pas été le cas. Il dit qu'il y a un autre cas, un ancien ministre originaire du Grand Nord, PCA de plusieurs entreprises aujourd'hui décédées, qui avait orienté un projet de forage destiné aux populations vers son ranch pour nourrir ses animaux. Il s'agissait d'un projet du Programme national de développement participatif. Il demande si on peut lier ces actes odieux d'élite de concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu. Oui, quelque part, vous savez, c'est clair parce que le fameux ministre, en fait, il était un des courtisans de l'homme-dieu. Et donc, quand il pose ces actes-là, il les pose comment, si vous voyez? Il les pose même de manière délibérée. Regardez ceux qui ont fait dans les détournements de fonds de la CAN. Qu'est-ce qu'il se disait? Il disait à l'homme-dieu que nous travaillons pour toi. Nous, on va avoir quoi dedans? Donc, vous enlevez même, vous voyez, vous enlevez même à l'homme, à celui qui est au centre, le pouvoir de vous punir. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça devient en fait que ce système est carrément une association de malfaiteurs où les gens se tiennent. Tu me tiens pas à la barbiche, je te tiens pas à la barbiche. Parce que lorsque le jeune homme est en train de poser la question par rapport au détournement de ces fonds, qu'il essaie simplement de penser à l'argent qui a été détourné à l'occasion de la CAN. Est-ce qu'il y a eu une investigation? Est-ce qu'une enquête a été ordonnée? C'est des milliers de milliards qui ont été détournés par rapport, n'est-ce pas, à la CAN 2019. Aucune investigation n'a été ordonnée. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne semble pas avoir choqué la personne même qui est au centre du système. Mais il y a des gens qui ont plutôt été promus. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont plutôt été promus après avoir commis ce genre de forfait. À la limite, on a même oublié cela. S'il n'amenait même pas cette question-là aujourd'hui, on aurait oublié que l'argent du PNDP est parti là. Mais le système aurait dû d'abord interroger le PNDP. Le ministre, bien entendu. Mais quand je dis PNDP, je dis pourquoi? Parce qu'en tant qu'entreprise publique, s'il y a une commission parlementaire, n'est-ce pas, qui doit poser des questions par rapport aux ressources publiques, il y a quelqu'un qui aurait certainement dénoncé cette situation et qui aurait demandé, n'est-ce pas, aux gens du PNDP, bon, apparemment, il y a telle somme d'argent qui était destinée à tel projet, je vous donne le mécanisme, et que l'argent... Et il y aurait eu une investigation par rapport à cette situation. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune enquête par rapport à cette investigation. Mais dans les systèmes qui fonctionnent, parce qu'il me pose la question, comment c'est lié à la concentration de pouvoir. Mais dans les systèmes qui fonctionnent, n'est-ce pas, vous savez, quand vous avez vu l'autre jour la situation au Nigeria, n'est-ce pas, d'un ministre qui malheureusement a eu ce malaise, nous n'étions pas encore au Parlement fédéral. Hein. C'était un Parlement d'un État. C'était le Parlement d'un État. C'est le Parlement de l'État qui était en train de questionner le ministre. C'était même pas le ministre, c'était le directeur d'un programme qui était en train d'être questionné au niveau du Parlement de l'État par rapport à l'utilisation de l'argent dans le cadre d'un programme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si nous étions par exemple dans le cadre de, on va dire, de la région de la Damawa, de la région du Nord, mais avec un conseil, une espèce de conseil parlementaire régional, vous voyez? Mais l'argent disparaît comme ça, vous n'êtes pas inquiété, avant même que vous ne soyez inquiété par l'État central. C'est au niveau de la région là que vous êtes inquiété. C'est pour qu'ils comprennent comment le processus se tient. Mais là, ce qui se passe là avec le PNDP, n'est-ce pas, qui dépense, qui met l'argent là dans cette région du Nord, c'est le centre qui doit questionner les responsables du PNDP et ce ministre-là. Or, le centre va questionner comment?
Parce que le centre ne suit pas. Le mécanisme est tel que il y a des gens même qui ont dû détourner cet argent à partir du centre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que vous avez souvent des projets où c'est marqué sur le papier qu'on a livré des forages au nord. Mais lorsque vous allez constater l'effectivité du forage livré au nord, vous allez trouver qu'il n'y a rien. Là, vous avez vu le jour des fonds qui sont... il y a un document là qui circule, qui a des fonds qui ont été alloués, et ainsi de suite. Vous les verrez où? C'est un peu comme le plan d'urgence. Vous vous souvenez du plan d'urgence? Le plan d'urgence, c'est dans le papier. Repartez, regardez ce qui était prévu en 2015 pour des projets qui devaient se réaliser dans les différentes régions du Cameroun, dans le cadre du plan d'urgence. Et l'argent qui avait été alloué à ce plan d'urgence, vous n'avez pas entendu une seule fois qu'au Parlement du Cameroun, n'est-ce pas, les députés être en train de questionner le plan d'urgence. Donc le plan d'urgence est passé, l'argent a été dépensé et il n'y a aucune enquête, il n'y a aucun questionnement. C'est ça le système, où tout le monde se tient. Le centre du système même est tenu par les courtisans, n'est-ce pas? Les courtisans se tiennent et là, il n'y en a pas un pour critiquer l'autre. Le centre perd même la capacité de questionner les autres. Ils disent, mais attendez, nous vous avons aidé là, à tricher l'élection et vous nous questionnez pourquoi? C'est pas si vous voyez. Tout à fait. Nous vous avons aidé à tricher, vous êtes là grâce à nous parce que nous on a triché l'élection pour toi. Et toi tu veux nous condamner à partir de quoi là? Je ne sais pas si vous voyez comment ça se tient. Et c'est pour ça que dans la construction de ce système, vous voyez les courtisans vous faire comprendre que l'autre est Dieu, il est l'homme Dieu. Parce que même ça, ils sont là-dedans autour comme des anges. Vous voyez, comme les anges, les archanges qui tournent autour de Dieu. Donc ils ont fait cette construction, l'homme Dieu est au centre, eux-mêmes sont dans la périphérie comme des anges. Mais pour moi, c'est simplement comme une association en réalité de malfaiteurs. Donc il n'y en a pas. C'est pour ça que rien ne ressort du système. Il ressort du système. Et tous ceux qui ont la possibilité de remettre en cause le système, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Le Parlement n'est pas un contre-pouvoir, la justice n'est pas un contre-pouvoir, et vous avez ce résultat-là. Il y a une question qui nous vient de Pasma Babale qui demande qu'est-ce qui serait prioritaire à votre avis pour la renaissance du Grand Nord? Moi, comme je vous dis, si le Grand Nord retrouve, comme je dis, la plénitude institutionnelle de ses pouvoirs, comme je dis dans le dessin, c'est-à-dire que pour nous, on change de paradigme. Le pouvoir est beaucoup plus balancé. Le pouvoir est distribué dans toutes les régions, près de la région, c'est-à-dire que les responsables de la région, les dirigeants de la région sont élus. Véritablement élus. Ce n'est pas une mascarade électorale, parce que le système que nous avons là, c'est un système de mascarade électorale, mais véritablement élus sur la base de programmes. Ils vont voir, parce que pour élire un gouverneur d'une région du Nord, que ce soit la Damaoua, le Nord ou l'extrême Nord, ce sera sur la base d'une compétition électorale. Quelqu'un sera en train de promettre que voici ce que nous allons faire pour le Nord. C'est-à-dire que ce sera vous, moi, on est en train de faire des promesses pour 5 ans. Mais si on me lit sur la base de mon programme. 5 ans après, je sais que je vais être jugé sur la base de ce programme-là. Et c'est comme ça que ça évolue. Ça va comme ça de la région jusqu'aux municipalités. Mais aujourd'hui, je vous dis que vous oubliez même qu'il y a des petites villes au nord, des villes coquettes qui ont été coquettes avant, ça n'existe pas. C'est la seule, c'est la priorité. La priorité, c'est le changement institutionnel que nous préconisons là. Est-ce que j'allais lui répondre? La priorité, c'est le changement institutionnel que nous préconisons. Vous voyez, c'est tout. C'est-à-dire que ça doit être une priorité pour que les dirigeants de ces régions soient véritablement élus par les populations de ces régions et qu'ils soient soumis au devoir de leur rendre compte périodiquement. Et s'ils n'ont pas fait l'affaire, ils vont dégager. C'est comme ça que le développement se fait. Sinon, il faut compter sur ce qu'on dit en anglais, un benevolent leader, c'est-à-dire un leader qui aime ses populations. Mais ça, c'est un fait du hasard. Moi, je n'aime pas beaucoup les choses aléatoires. Il faut que la chose soit structurée de manière que les dirigeants des populations et des villes soient véritablement élus par les populations et qu'ils aient à rendre compte devant ces populations. Et vous comprenez pourquoi nous sommes en lutte, mais c'est une véritable lutte contre les gens qui maintiennent cet ordre établi. L'ordre établi, c'est ce statu quo. Parce que c'est ça qu'on veut casser. Parce que si
Si vous ne cassez pas cet ordre-là, ils sont les principaux bénéficiaires de l'ordre actuel. Si vous ne le cassez pas, mais c'est les populations qui vont perdre. Alors si nous voulons le développement des populations, il faut véritablement remettre en cause, n'est-ce pas, l'ordre qui est là, qui est en fait un ordre qui exploite les populations. Président, il y a M. Saliou Mahamad qui rebondit sur vous avez évoqué Maïskam tout à l'heure. Oui. Et il demande si ce projet a échoué parce qu'il n'était pas viable ou parce qu'il a été mal implémenté. Et il voulait savoir si aujourd'hui il fallait refaire Maïskam. Comment est-ce qu'il faudrait procéder? D'abord, je vais vous dire, le maïs poussait là où le projet était fait. Le maïs poussait là où le projet était fait. Et je pense que le projet, je connais assez bien le projet parce qu'à un moment donné, j'ai visité cet endroit, j'ai visité le projet. On a dépensé beaucoup trop d'argent pour ce projet. On a même détourné de l'argent qui devait aller à ce projet, on l'a détourné pour faire autre chose. Le principal promoteur de ce projet est superbement endetté aujourd'hui auprès de la SRC. Et superbement endetté auprès de la SRC, ce que vous trouvez comme bizarrerie, c'est qu'il est un grand membre du RDPC. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que devant beaucoup d'argent au Cameroun, parce que c'est des prêts qu'il avait pris auprès des banques, et des prêts qui ont été rachetés par la SRC, donc il doit l'argent à la SRC, c'est pas que le projet n'ait pas été viable. Ce projet Maïs, c'est un projet viable. C'est-à-dire que vous auriez donné ça à un privé qui avait plutôt le souci, n'est-ce pas, que je vais gagner mon argent en travaillant fort. Parce qu'il y a des privés qui croient que quand ils ont détourné de l'argent pour non seulement détourner l'utilisation des crédits, tout ce qui leur reste à faire, c'est d'aller maintenant chanter les louanges de l'homme-dieu au RDPC. Ouais? Et ils ont ça comme protection. Mais ils sont dans une situation vraiment chancelante. Ouais? Mais le projet Maïskam en tant que tel n'était pas un mauvais projet, il aurait pu être rentable. C'est peut-être ce que le monsieur lui ne sait pas. Pour faire pousser le maïs, ça ne demande pas tant que cela. Donc il était rentable, les sols étaient fertiles, la pédologie était tout à fait bonne. Mais c'est l'utilisation de cet argent qui est mise en cause. C'est l'utilisation de cet argent. Vous allez voir en plein champ de maïs une mosquée. Qu'est-ce qu'une mosquée sert en plein champ de maïs? Je suis à la centre projet pour faire une mosquée. Une mosquée en plein champ de maïs. Lorsque je demandais, mais bon, elle a dit, alors la mosquée est financée par le crédit aussi, ou il est financé par autre chose. Ça fait partie du projet, ça fait partie de quoi? Vous comprenez? Mais en fait, vous vous rendez compte que ça devient, ce n'est plus un projet commercial. C'est un projet pour célébrer sa propre gloire. Pourquoi? Ça devient un projet de prestige. C'est le projet de prestige. Mais je dis bien sûr, le projet Maïskam était fait dans une incidence commerciale, c'est un projet qui devrait marcher. Mais vous imaginez que dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Il vaut mieux tenir le promoteur du projet par ses dettes au lieu de se soucier de relancer Maïskam. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, c'est mieux de tenir le promoteur du projet super endetté, parce que je le tiens maintenant. Je vais le nommer grand membre du comité central du RDPC, mais le souci qui est le développement de ce projet pour le bénéfice des populations ne les anime pas. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans ce modèle. C'est-à-dire, je tiens l'individu promoteur qui est maintenant devenu fragile, vulnérable, je le tiens et j'en fais un grand membre de mon parti politique, alors que le sujet, si le sujet est de penser aux populations, ces terres n'ont pas disparu. Les terres de Maïskam n'ont pas disparu. Les engins n'ont pas disparu. C'est la même chose que je vous disais pour le cas de l'usine de concentré de tomates que j'avais faite à l'époque dans les années 90-91. L'usine de concentré de tomates est là. Les machines sont là. Ils ont réussi à fermer l'usine. Mais si vous avez tant soit peu le souci, n'est-ce pas, des populations qui cultivent la tomate, vous vous dites qu'il faut réanimer, n'est-ce pas, l'usine. Vous n'avez plus tant d'argent à faire, puisque les gros des investissements sont déjà faits. Mais si vous avez les populations en tête, mais je veux dire qu'en moins d'un an, vous avez relancé cette usine-là, l'usine de concentré de tomates. De la même manière, le maïs, si vous avez les soucis des populations, vous allez voir ce qui s'est passé. Vraiment, je suis assez... Vous voyez ce que je veux dire, Serge, c'est que le souci des populations fait que le gros des actifs est là.
vous avez déjà investi dans le gros des actifs, dans n'importe quel pays du monde. Vous allez aux États-Unis, au Canada, en Europe, on va dire, mais le gros des actifs est là. Il faut trouver le moyen. C'est peut-être un fonds de roulement, c'est peut-être un petit knowledge, une expérience, un savoir-faire, un management, et ainsi de suite qu'il faut, mais le gros est fait. Alors, vous séparez, vous dites aux gens, on vous confie ça, on fait une cloison étanche entre les dettes, n'est-ce pas, et les actifs. Vous allez reprendre les actifs, on va voir, ou alors on fait un rééchelonnement de la dette, on va voir comment on fait un autre calcul pour que ça parte. Parce que le potentiel est là. Le potentiel, lui, n'a pas disparu. Le potentiel de faire le maïs n'a pas disparu. Le potentiel de transformer la tomate n'a pas disparu. Le potentiel de faire l'oxygène, comme je vous disais dans le cas de l'usine d'oxygène, n'a pas disparu. Ce potentiel est toujours là. Demain, vous allez voir que le chantier naval va tomber. N'est-ce pas? Il va tomber, ça c'est clair. Parce que déjà du temps de Fordine, ça ne marchait plus. Vous avez d'autres histoires que vous ne comprenez pas parce que les gens ne font pas dans le détail. Mais l'État était déjà, du temps de Fordine, en train de payer des dettes énormes, les dettes qui avaient été données par la Banque africaine de développement, n'est-ce pas? C'est l'État qui était en train de payer ça. Mais comme les gens ne s'intéressent pas au développement du potentiel, vous voyez que quand on est déjà dans cette situation-là, ce qui intéresse les directeurs généraux du Cameroun, à ce moment, c'est d'aller maintenant célébrer la fondation, Chantal, machin, tout ça. C'est ça c'est-à-dire qu'on commence à... Les entreprises commerciales deviennent comme des organisations politiques. Si je dois me résumer. Les entreprises commerciales deviennent comme des organisations politiques. Et les DG commencent à avoir des comportements déviants. La première dame ne leur a rien demandé, mais vous allez voir comment eux-mêmes se précipitent pour aller donner des services, n'est-ce pas, et avoir l'impression que c'est ça qui devient leur immunité. Oui, parce qu'à ce moment, ils croient qu'en allant, n'est-ce pas, payer à la fondation Chantal Biya, alors que Chantal Biya ne leur a rien demandé, ils croient que c'est comme ça qu'ils vont acquérir l'immunité. Mais comme le système, lui, n'est pas organisé pour leur demander des comptes sur la base de l'entreprise commerciale, vous voyez ce que je veux dire? Chantal Biya ne leur a rien demandé. Souvent même, je me demande même si elle sait que quelqu'un est venu donner. Mais il y a une sorte de mafia qui se crée de ces organisations. Une mafia qui se crée, des DG qui se cherchent des positions. Donc l'entreprise commerciale devient une organisation politique. Et je vous raconterai à un autre moment comment c'est fait, comment le chantier naval en est donc arrivé jusqu'à la situation du départ de son directeur général et l'emprisonnement de son directeur général. Parce que là aussi, je me rends compte que les Camerounais n'ont pas l'information. Mais comme on était à la bonne place, parce qu'on regardait, il faudra qu'ils demandent qu'eux-mêmes sollicitent, s'ils veulent en savoir un peu plus, nous aurons le temps de parler dans le détail. Parce que si nous n'orientons pas notre pays vers la performance, beaucoup de nos entreprises que vous voyez là sont des entreprises fragiles, des entreprises vulnérables. Elles vont tomber. C'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Et je ne veux pas que les jeunes gens, n'est-ce pas, évoluent dans cette mentalité. Une entreprise est faite pour pouvoir être commercialement viable, financièrement viable. Et il y a des conditions de succès objectives pour qu'une entreprise soit financière. Une entreprise commerciale n'est pas censée devenir une organisation politique. Il faut séparer les choses. Voilà. Il y a Georges Messina, ici à Yaoundé, qui dit « Parlant de concentration du pouvoir, le cas du Grand Nord ne donne-t-il pas raison à ceux qui pensent que le problème est plus dans les mentalités que des institutions, puisque l'on voit clairement une région où les populations sont vassalisées, réduites à la pauvreté et souffrance par des élites. » Mais je vais aller très clairement. C'est les institutions qui ont vassalisé ces élites, c'est qui ont vassalisé les populations. C'est les institutions qui ont vassalisé les populations. Vous savez qu'un système institutionnel est mu par une culture. Vous voyez, votre système de concentration de pouvoir est sous-tendu par une culture. C'est la culture de la vassalisation. C'est la courtisanerie. Mais une monarchie a une culture, c'est la culture du courtisan. C'est pour ça que vous voyez dans les monarchies des courtisans. Le système en tant que tel engendre sa culture. Vous voyez? Mais une institution qui est orientée vers la performance, n'est-ce pas? Une institution orientée vers la performance est sous-tendue par un certain nombre de valeurs. Les valeurs, d'abord, il y a des valeurs d'intégrité, il y a des valeurs de mérite pour sélectionner des gens, il y a des valeurs de performance, n'est-ce pas, qui sous-tendent cela. Mais les institutions qui sont sous-tendues par, qui sont personnifiées, personnalisées, comme ce que vous avez là,
ne sont pas habités par des valeurs de performance. Les gens comprennent tout de suite qu'il faut plutôt célébrer l'homme-dieu pour pouvoir se garantir des positions là-dedans. Et c'est pour ça que vous voyez ces comportements. Donc, c'est des institutions qui secrètent, qui engendrent un comportement. Parce que les institutions, par leur nature, selon que vous ne pouvez pas imaginer une équipe de football. Si l'équipe de football veut gagner, ça veut dire que l'entraîneur va soumettre les joueurs à un rythme d'entraînement, à un rythme de formation et ainsi de suite. Mais si vous pensez que personne ne vous demandera les performances, vous allez voir que de la même manière, si l'entrepreneur sait qu'on ne lui demandera pas les performances, vous allez voir le type de culture qu'il va, n'est-ce pas, distiller dans son équipe. C'est comme ça. Selon que vous êtes orienté pour chercher la performance, vous avez un type de culture. Selon que les institutions sont orientées pour ne pas demander la performance, il y a une autre culture qui se sécrète. Nous avons une question qui nous vient de M. Kwalai. Il dit, est-ce que la solution pour l'eau potable dans le septentrion est nécessairement la construction des forages pour les populations? Je veux dire que ce n'est pas nécessairement les populations. Et d'ailleurs, je crois que lorsque les régions vont retrouver la plénitude de leur pouvoir, les gens vont réfléchir de manière autonome à des systèmes qui puissent être fondés sur des types de barrages, comme je dis, des barrages réservoirs, avec des systèmes de canalisation d'eau courante, n'est-ce pas, pour les villes. Parce que ça relèverait de l'urbanisation, de ces villes. Et même associé à ça, vous aurez des réseaux d'assainissement. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que les régions aient les moyens d'assurer le développement urbain, leur développement urbain. Mais je ne vois pas qu'on va continuer comme ça pendant 100 ans avec des forages. Il faut à un moment donné avoir un système d'adduction d'eau, d'abord de captage d'eau. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on vous dise que la Damaroua, c'est le château d'eau du Cameroun. Mais que la ville de Ngaoundéré, certainement, soit pauvre en eau potable. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'on ne puisse pas avoir, si vous avez fait un pipeline qui part au Tchad jusqu'à Kribi, c'est-à-dire sur 1050 km, ce n'est pas un tuyau qui transporte de l'eau qui ne partirait pas de Ngaoundéré jusqu'à Maroua, et ainsi de suite. Vous comprenez? Ce serait difficile à imaginer. Vous aurez bien un aqueduc pourrait transporter de l'eau sur ces distances-là. Voire d'autres barrages qui constitueraient des aqueducs. Les Romains l'ont fait il y a 2000 ans. C'est-à-dire que les Romains l'ont fait avec des techniques d'ingénierie beaucoup moins développées. Je dirais même, il y a 2000 ans, les calculs de génie civil n'étaient pas à ce niveau. C'est Leonardo da Vinci qui commence au 15e siècle avec les notions de calcul et tout. Mais donc ça n'existait. Les gens faisaient ça avec le bon sens. Qu'ils ont pu transporter de l'eau, n'est-ce pas, avec des aqueducs, que vous retrouvez aujourd'hui dans leur empire, que vous voyez des aqueducs jusqu'en Tunisie, à Carthage, vous pouvez les voir. À plus forte raison aujourd'hui, non. Vous ne pouvez pas continuer. J'ai dit il y a 2000 ans, les Romains transportaient l'eau, ce n'était pas des systèmes de forage, comme vous voyez là. Si les gens ont pu transporter de l'eau de cette manière-là, si vous allez à Rome aujourd'hui, vous allez voir des vestiges. Vous allez à Carthage en Tunisie, c'est-à-dire l'Empire romain, vous allez voir qu'ils ont construit des systèmes d'aqueducs, c'est-à-dire des tuyaux pour des ouvrages pour transporter l'eau. Ce n'est pas ça qui devrait dépasser les Camerounais aujourd'hui. C'est l'absence de volonté politique de le faire. C'est même choquant de se rendre compte qu'au 20e, 21e siècle, on ne peut pas transporter l'eau. Non, c'est un problème, pas de canalisation qui le fasse. Et qu'on soit obligé de dépendre des forages. N'est-ce pas, des forages individualisés? Non, ce n'est pas possible. Mais les gens ont trouvé le moyen, quand le pétrole les a intéressés, de faire, de tirer le forage, le pipeline de Doba, au sud du Tchad, sur 1050 km jusqu'au large de Kribi, pour l'exporter. Et là, vous ne pouvez pas transporter l'eau des barrages réservoirs pour assurer une distribution d'eau courante aux populations. Mais quand on a parlé du nord, au fond, vous croyez qu'on est mieux loti au sud, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il y a au moins 40% des populations au sud qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est énorme. Naturellement, ce ratio doit être beaucoup plus élevé. C'est peut-être 80 à 90% des populations du nord qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais dans le sud, c'est au moins 40%. Vous voyez? C'est le même problème. Mais le même problème pour une solution vraiment accessible. Accessible.
Donc c'est une question encore une fois de volonté politique et d'institutions qui sous-tendent la volonté politique de faire les choses. Président, en l'état actuel de notre situation socio-politico-économique, est-ce que vous pouvez vraiment conseiller aux jeunes entrepreneurs d'investir au Cameroun, et précisément dans le Grand Nord? Est-ce que vous pouvez donner un bref éclairage sur les opportunités ou avantages concurrentiels, avec l'environnement, le climat, la ressource humaine, dont regorge le Grand Nord et dont les jeunes peuvent se saisir pour développer leur autonomie? Mais absolument, je viens de le dire tout à l'heure. La condition d'abord, je vais leur dire, écoutez, j'espère que vous êtes engagés dans cette lutte avec nous, d'agir, acte, parce que nous disons que, vous savez, dans agir, nous disons, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre à nos membres de pouvoir réaliser pleinement leur potentiel. Et au fil des prochains mois, nous allons leur démontrer que ils vivent dans les opportunités, y compris dans le Nord. Nous aurons des projets que nous allons présenter aux jeunes gens au Nord qui vont leur montrer qu'ils ont des opportunités. Vous voyez? Et on mettra en place, nous sommes en train de monter des fonds pour permettre que les gens puissent, des fonds pour mobiliser, qui puissent être mobilisés pour améliorer la vie des gens. C'est possible. Ma vie durant, c'est ce que j'ai regardé pendant plus de 42 ans, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'international. Je vous dis, on vous a mis ici dans un pays comme s'il y avait un horizon bouché. Les gens vous parlent de célébrer un individu, au lieu de vous donner les moyens de développer vos talents. Vous voyez déjà pas, vous voyez comment ce jeune homme est presque handicapé, presque dans le désarroi, désemparé. Il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais justement, ce que je dis, c'est qu'il peut. Et nous allons lui montrer qu'il peut. Je viens de dire là, que ce soit le maïs, que ce soit le soja, que ce soit l'élevage, n'importe lequel, bovin, mais l'élevage à cycle court, tel que, n'est-ce pas, le poulet et d'autres choses, nous allons leur montrer que nous pouvons le faire. Et dans les mois qui viennent, et facilement, et mobiliser des financements pour que ça change la vie des gens. Parce que ce qui m'intéresse dans la politique, c'est changer la vie des gens. Changer la vie des gens. Les gens qui viennent nous critiquer la grammaire, la morphologie de la langue française ou des choses comme ça, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Est-ce que quelqu'un vient, sort, quand tu écris un texte, vous voyez un ministre sortir, n'est-ce pas, critiquer la grammaire, l'accent, mais it's absolutely ridiculous. It's absolutely ridiculous. We are fighting about the life of the people. We are not fighting to become, I don't know, a writer or a master of any language. Il aurait d'ailleurs pu s'adresser à des gens en pidgin. Si vous vous retrouvez dans un environnement où les gens parlent pidgin, mais vous pensez que même si je suis agrégé de grammaire, je vais parler en quoi? Je vais parler en pidgin. Parce que le plus important pour moi, je vais transmettre la technique, c'est que ça change. Lorsque Hervé m'a dit l'autre jour qu'il y a un petit garçon, qui a un jeune homme qui l'a dépanné, il conversait avec le jeune homme en quelle langue? Souvent, moi, je ne sais pas, parce que vous parlez pidgin, parce que le gars, pour que vous avez un problème de vie. Les gens oublient souvent que nous faisons la politique pour résoudre les problèmes existentiels. Nous ne faisons pas la politique, je ne sais pas de quoi ils parlent, pourquoi ils sont venus faire la politique. Nous sommes venus faire la politique pour changer les problèmes existentiels. Les Français eux-mêmes, vous qui voulez corriger les gens en français, vous ne voyez pas que les Français eux-mêmes, quand ils ont les problèmes, est-ce qu'ils disent à Macron, ils posent des problèmes de grammaire à Macron? Est-ce qu'ils posent les problèmes de morphologie de la langue? Ils posent les problèmes de leur salaire, les problèmes de leur vie au quotidien, les problèmes de leur accès aux soins de santé, les problèmes de leur accès quand les prix montent, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on fait la politique. Vous voyez des individus ici, à des postes importants, poser des problèmes de grammaire, d'accent, de faute d'orthographe. On s'en fout de cela. Mao Zedong développait sa population en parlant mandarin à ses populations. Quand il parlait mandarin, c'est avec ça qu'il devait développer la Chine. Il n'était pas question de lui de parler anglais ou français, mais I mean, this is something which is, you know, bog-minding. Vous avez fait de la grammaire française un problème. Quand j'ai des gens qui veulent se développer, c'est leur problème. Je dois leur donner à manger suffisamment. Je dois assurer leurs soins de santé de manière que quand ils veulent aller à l'hôpital, qu'ils soient soignés. Je dois construire des routes. Bientôt, vous allez dire que quelqu'un qui est parti apprendre en Chine et qui a appris l'électronique en mandarin, non, il n'est pas ingénieur en électronique parce qu'il n'a pas appris ça en français. C'est ça qu'il s'agit.
Vous êtes normaux? Ça, c'est des colonisés, ça, c'est des gens aliénés, c'est des gens qui sont habités par un complexe de colonisés. Mais sortez de ce complexe-là. Sortez de ce complexe. Sortez de cette espèce d'archaïsme, de villageoiserie, avec cette mentalité de repli identitaire, cet esprit de clocher qui vous empêche de vous projeter dans l'universalisme de la modernité. Nous devons résoudre les problèmes et nous disons dans Agir que nous croyons à la science et à la technologie. Nous croyons à la science et à la technologie. C'est elle qui nous importe. Et nous voulons promouvoir des jeunes gens, des vrais entrepreneurs, et leur donner des moyens d'être des entrepreneurs. C'est ça qui m'anime, il n'y a pas autre chose. Si je fais la politique, et si cette politique de ce que les gens là font là ne change pas pour améliorer les conditions de vie des populations, on va continuer de se battre contre ces gens. Ah oui, c'est pas normal. Mais vous imaginez des gens qui arrivent ici à 40 ans, après avoir fait des études, je ne sais pas moi, où les universités sont devenues des boîtes qui produisent du chômage, n'est-ce pas, qui produisent des chômeurs. C'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. On ne va pas, les parents ont fait des sacrifices énormes. Quand les enfants sortent des écoles, ils ne peuvent pas avoir de l'emploi, mais c'est ça qui doit préoccuper les gens. Et les chiffres sont importants. Vous voyez aujourd'hui que même les chiffres du coronavirus, là, on ne les a même plus. Parce que les gens fuient les chiffres. Ils ne veulent pas voir la réalité en face. Mais ce sont les chiffres qui nous révèlent la réalité. Ce qu'il est en train de me demander, on va résoudre ces problèmes. Et je vais vous dire, je n'attendais même pas qu'on soit au pouvoir parce qu'on a les moyens de pouvoir le faire. Mais en plus, quand nous allons venir là, que nous sommes au pouvoir là, n'est-ce pas? Mais on utilisera les ressources pour améliorer les conditions de vie des gens. Ce ne sera pas pour leur faire des tests de grammaire. Ça n'a rien à voir. Mais je ne comprends pas. Ceux-là même dont c'est la langue ne posent pas ce genre de problème chez eux. Ils posent des problèmes de développement. Ne parlons donc pas de l'anglais. L'anglais, alors, c'est ça, vraiment, chacun prend ça. Vous voyez, chez les Indiens, je ne sais même pas si vous... Déjà aux États-Unis, hein, dans plusieurs États des États-Unis, les gens ont leur propre accent. Je me souviens d'un ami ghanéen qui me racontait un jour que son oncle qui vivait au Ghana était venu le voir. Et lorsqu'ils entendaient les gens parler aux États en anglais, n'est-ce pas, en route et tout, son oncle lui a demandé, mais il parle aussi anglais? Non, pour dire que, mais vraiment, les gens cherchent à résoudre les problèmes, n'est-ce pas? C'est pas ce genre de problème qui doit nous préoccuper. Je ne sais même pas pourquoi ça vient. Donc, prenez conscience qu'on fait la politique pour changer la vie des gens. Le Cameroun est un pays très endetté. Oui. Voilà comment commence une question. Et le Cameroun est un pays très endetté aujourd'hui. Président, qui payera cette dette qui a été contractée par Paul Biya une fois que celui-ci quittera ses fonctions? Voilà, c'est une bonne question. Il a juste oublié de dire pauvre et très endetté. Pauvre et très endetté. Bien sûr, vous savez, quand la dette n'a pas servi à financer des projets rentables qui génèrent suffisamment de richesses pour les rembourser, je suppose que c'est un jeune, je vais dire que c'est lui et ses enfants qui vont rembourser ses dettes. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter ces gens. Parce qu'ils ne font que, n'est-ce pas, dépenser de l'argent. Le plus extraordinaire dans l'affaire, c'est, vous voyez, le petit commerçant que vous êtes en train de brimer. Regardez un peu ce qui est terrible avec ces gens. Vous brimez le petit commerçant, vous brimez le petit industriel, mais leurs impôts vous intéressent. Leurs impôts vous intéressent. C'est-à-dire, autant vous êtes en train de le brimer, vous êtes en train de, n'est-ce pas, de le dévaloriser. Mais quand il s'agit de leurs impôts, ils vous intéressent. Hein. Ces impôts, les recettes fiscales des entreprises, ça vous intéresse pour aller vous balader à l'extérieur, aller en Suisse, dépenser de l'argent, prendre les avions, ainsi. Ça vous intéresse. Comprenez ce que je veux dire? Vous voyez le côté malsain de cette affaire. C'est-à-dire, ceux qui travaillent, qui prennent de la peine, de vie, des recettes. Vous voyez comment ils dépensent l'argent des Camerounais. L'autre jour, il décore, le ministre des Finances décore des gens pour avoir fait des économies. C'est là où ils ont découvert qu'ils dépensaient beaucoup d'argent en commission pour monter des emplois obligataires. C'est là qu'ils l'ont découvert. Mais quand je vois, n'est-ce pas, le gaspillage qu'ils font des ressources publiques, le pillage qu'ils font des ressources publiques, les détournements de fonds, je crois que, on devrait enlever
les décorations à ceux qui les ont eues. Mais en plus, il n'y en aurait pas de nouvelles. Hein. Il n'y en aurait pas de nouvelles. Parce que je pense qu'il fait le ministre des Finances a fait une très mauvaise évaluation de ce qu'il aurait dû faire. Parce que le gaspillage, il suffirait simplement qu'il compare, n'est-ce pas, le volume résultant des surfacturations, du surenchérissement des ouvrages, du gaspillage des fonds, une mercuriale que vous-même vous fabriquez pour acheter un laptop à 1 million, 2 millions de francs par rapport au coût normal du laptop, mais il devrait regarder ça parce que quand je fais la balance, n'est-ce pas, non seulement on aurait dû en collaboration qu'ils ont eu, mais il n'y en aurait pas de nouvelles. Voilà la réalité du Cameroun. Ça vous amène toujours à passer à côté du problème en vous donnant des espèces de window dressing, n'est-ce pas, cosmétiques comme ça qu'on vous met dans les yeux. C'est de l'habillage, n'est-ce pas, pour jeter la poudre aux yeux des gens. Président, la question de l'accès à la terre pour le développement de l'agriculture est une réalité. Bien sûr. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent effectivement s'investir dans cette activité. Mais comment est-ce qu'on règle donc la question de l'accès à la terre? Mais Serge, vous pensez que vous allez régler le problème de l'accès à la terre en divisant les gens? Quand vous divisez les gens, c'est-à-dire vous divisez les gens, c'est-à-dire vous divisez les gens par la tribu, comme vous faites là, vous semez la haine tribale. Vous semez la haine tribale. Ça, c'est vraiment des gens qui ont pris sur eux de gérer un pays. Vous avez pris un ensemble de populations, de jeunes gens, pour les mettre ensemble, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Mais, au lieu de le faire, au lieu d'avoir toutes les valeurs pour le faire, vous ne le faites pas. Vous voulez que je vous montre où sont les terres? Mais il y a les terres partout. Vous avez déjà regardé la carte? Vous avez déjà regardé l'Est? Il y a combien de gens là-bas? Et il y a quelle superficie? Vous me posez les problèmes de terre. Il y a quelle superficie? Objectivement, il y a quelle superficie? L'Est, là, au moins 5 fois le littoral, en termes de superficie, 4 à 5 fois le littoral. 4 à 5 fois le littoral. Parce que si je disais l'Ouest, vous alliez me dire, oh, les Américains vont venir prendre les terres, c'est comme ça que ça va commencer. Mais le problème, c'est que vous ne voyez même pas que la personne, en habituant les gens à vivre ensemble, en permettant que les gens circulent du sud au nord, les jeunes gens vont voir qu'ils appartiennent au même pays. Ce que vous êtes, vous n'arrivez même pas aujourd'hui, et c'est ce que nous essayons de faire agir. Que tout le monde se sente concerné. Que tout le monde, nous sommes des frères, nous devons faire. We need to build a brotherhood, a fraternity of Cameroonians. This is our ideal in Actagir. If you don't build this fraternity, and you're telling me about the land reform, we will not manage to have the land reform without building this fraternity. There is so much land in Cameroon. Do you know what is the density? La densité de population du Cameroun est de l'ordre de 14 habitants au kilomètre carré. Alors que quand vous allez au Rwanda ou au Burundi, où c'est 26 000 km² pour des populations de plus de 12 millions d'habitants, n'est-ce pas? Vous allez voir que la densité là-bas, c'est 220 habitants au kilomètre carré. Vous comprenez? Et là, vous avez 475 millions. Vous faites le calcul de la densité. C'est 14 habitants au kilomètre carré. Il y a la terre partout. Est-ce que vous savez que l'Afrique, totalement, a 30 millions de kilomètres carrés et l'Europe a 10 millions de kilomètres carrés? C'est-à-dire que l'Afrique, en termes de superficie, est 3 fois l'Europe. Donc, le problème de la terre et même de la population ne se poserait pas. D'autres personnes vous mettent le problème de population en tête. Mais enfin, je veux dire, calculez, hein, regardez, peut-être que vous n'êtes pas curieux sur ça, regardez la densité de l'Europe de population et regardez la densité de population en Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, l'Europe, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Et en vous donnant ces statistiques-là, je demande donc à ce follower, pourquoi se poserait le problème de la terre? Est-ce que le problème de la terre se poserait? Le problème de la terre ne se poserait pas. Il ne devrait pas se poser. Les seuls problèmes qui se poseraient, c'est les problèmes des êtres humains devant vivre ensemble. Ce n'est pas le problème de terre. Vous avez posé le problème là, que moi je vais vivre avec tel, je vais vivre. C'est ce problème qui se pose. Mais ce n'est pas le problème de terre, ce n'est pas la terre qui est insuffisante. Il y a suffisamment de terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a suffisamment de terre. Parce que généralement, quand ici, là, un jeune homme rencontre une jeune fille, ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils veulent se marier. Est-ce que le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas l'amour? Le problème qui se pose, c'est il vient d'où?
il est de quelle tribu, et ainsi de suite. Vous voyez où le problème se pose. Mais le problème n'est pas là. Est-ce qu'on pose la question, vous vous aimez vraiment? Ce n'est pas la question qu'on pose. On ne demande pas vous aimez vraiment, ce n'est pas la question qu'ils posent. Les parents commencent à poser, ils viennent d'où? Donc, je vous réponds de la même manière que le problème de terre ne se pose pas sur la base arithmétique. Le problème qui se pose, c'est d'amener les gens à vivre ensemble. Que les gens puissent venir faire des entreprises ensemble. Que vous veniez du nord, du sud, vous vous mettez ensemble avec celui qui vient de l'ouest, celui qui vient du littoral, et ainsi de suite. C'est ça le Cameroun que nous devons faire. Et nous allons réussir à le faire, à agir acte. Nous allons vous donner un autre modèle du Cameroun, oui ou pas? On va y arriver. Dear followers, chers fidèles à notre rendez-vous, Président, nous vous disons merci. C'est moi. Et nous vous donnons rendez-vous pour samedi prochain pour une autre édition de notre Saturday Talk. Merci beaucoup. Nous vous disons bon week-end et bon début de semaine. Merci, bon week-end à tout le monde et bon début de semaine.